Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du festival international Silver Echo Bien Vieilli au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré aux nouveaux outils numériques qui facilitent le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie et à la transformation des usages qui en résultent. Avec la participation de Arnaud Dugluet, vice-président de ArchMC2, Bruno Dujardin, directeur exécutif chez Dome, et Nicolas Urtiger, président du Cinerpa Domicile et cofondateur du groupe Zephyr. Bonjour à tous, le Silver Echo Festival, bien sûr, c'est le rendez-vous des échanges, des conférences, des tables rondes, mais il y a aussi des ateliers. Et vous y êtes. L'atelier du moment s'intitule « Nouvelles technologies et bien vieillir à domicile, mythes et réalités ». Alors, pour tâcher de comprendre comment les outils numériques peuvent être des leviers pour l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées, je suis avec Arnaud Dugluet, le vice-président de l'ArchMC2. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bruno Dujardin de Dome, directeur. Bonjour. Et alors on a invité un invité de dernière minute, mais qu'on accueille bien volontiers. C'est Nicolas Urtiger, le président du Cinerpa Domicile et cofondateur du groupe Zephyr. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous poser mes questions un peu aux uns, aux autres. N'hésitez pas à rebondir et à prendre la parole quand vous voulez intervenir. Et quant au public, j'ai ici un micro que je vous donnerai lorsque vous voulez poser des questions. Alors n'hésitez pas à lever la main. Peut-être on va commencer par une brève présentation de l'Arch. ArchMC2, son rôle dans le secteur du maintien à domicile des personnes âgées peut-être. ArchMC2, on est un éditeur de logiciels, acteur de référence dans l'informatisation des structures d'aide et de soins à domicile, mais aussi l'informatisation des conseils départementaux, gestion, etc., des CCAS, toujours pareil, gestion des aides, mais aussi gestion des interventions à domicile, des HAD, hospitalisation à domicile, et nouvellement des EHPAD, établissements PA, PH, PA pour personnes âgées, PH pour personnes handicapées. Et donc 550 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc on est un acteur de référence et notre ADN, c'est vraiment l'accompagnement de la personne, l'accompagnement des structures, quels qu'elles soient, prestataires, mandataires, etc., qui interviennent auprès des plus fragiles. Peut-être une petite présentation pour Dome, qui est une filiale. Oui, tout à fait. Donc Dome, on porte une solution numérique qui s'adosse au logiciel métier, justement, des SAD et des SIAD, donc ceux d'ArchMC2, mais ceux également d'autres éditeurs, puisque notre rôle, c'est vraiment de faciliter le partage d'informations autour de la personne accompagnée, de façon vraiment à pouvoir, et on va le détailler tout de suite après, donc on va être plus efficace dans l'action au quotidien. Et Nicolas, peut-être un mot sur Cinerpa ? Oui, bien sûr. Alors, merci de m'avoir invité en dernière minute. Avec grand plaisir. Alors, le Cinerpa Domicile, c'est 1300 adhérents, composés d'acteurs qui font de l'aide à domicile, du soin infirmier à domicile, prestataire de santé à domicile. Et le Cinerpa Domicile fait partie d'une confédération, le Cinerpa, qui rassemble en fait des acteurs privés du grand âge et du handicap, avec notamment des groupes de résidence services seniors, des EHPAD. La visée du Cinerpa, c'est de pouvoir apporter une offre globale et diversifiée autour du parcours du grand âge et du handicap. Et effectivement, accessoirement, puisque le Cinerpa, c'est à titre bénévole, je suis cofondateur de Zephyr, qui est un réseau national d'aide et de soins à domicile. Typiquement, le Cinerpa regroupe nos clients, enfin certains de nos clients, puisque nous avons des confrères, mais Nicolas est un client, par exemple. J'aurais bien voulu connaître votre définition aux uns aux autres du bien vieillir à domicile. Ça renvoie à quoi pour vous? Quels sont les principaux défis associés, chacun dans votre partie? À toi l'honneur. Voilà, moi l'honneur. La question est très vaste là. On a combien de temps on a? Le bien vieillir à domicile. Déjà, moi j'aimerais bien casser un peu un mythe. On va revenir tout à l'heure, mais
Quand on dit bien vieillir à domicile, on dit, je pose la question quand on préparait cette réunion, je dis, il y a combien de personnes dépendantes en France? Donc d'abord, on est d'accord, première définition, vous êtes vieux à 60 ans. Bon, ça il faut acter ça. Et donc je suis vieux depuis le 14 août. Et donc vous êtes GIR 6, là tout va bien, a priori on est tous en GIR 6. Si je dis pas trop de bêtises, je prouve que je suis en GIR 6. Après GIR 5, et à partir du GIR 4, vous touchez l'APA. Okay, vous pouvez prétendre de toucher l'APA. Donc il y a combien de GIR 4, 3, 2 et 1 en France aujourd'hui? Donc je rappelle, on a 66 millions de Français, 1,3 million dépendants. On va continuer. Juste, GIR 4, 2 et 1. GIR 4, c'est des gens dépendants qui rentrent en dépendance. Donc vous êtes dépendant, mais vous commencez, tu me complètes, vous avez quand même une vie à peu près normale. Si vous enlevez les GIR 4, 2 et 1, vous tombez à 600 000. Ok. Et le chiffre qui tue, ça va être le dernier. Sur le nombre de Français âgés de plus de 85 ans, il y a combien de Français âgés de plus de 85 ans qui touchent l'APA? Qui sont donc dépendants, GIR 4, 3, 2 et 1 en pourcentage. Il y en a 20%. Autrement dit, nous, quand on dit, et Nicolas, quand on dit on accompagne le maintien à domicile, ça ne veut pas dire accompagner le maintien à domicile des personnes dépendantes et très dépendantes. Ça veut dire accompagner le maintien à domicile des personnes du continuum de vie qu'est la vieillesse. On accompagne des gens qui sont GIR, qui sont GIRés, mais en GIR 6, en GIR 5, en GIR 4, bien sûr, en GIR 3, et en GIR 2, et en GIR 1. Vous êtes plutôt GIR 6, 5, 4, 3, vous êtes plutôt à domicile. 3, 2 et 1, vous êtes plutôt en établissement, et encore de moins en moins, parce que tu pourras compléter, mais voilà. En fait, le bien vieillir à domicile, c'est très très vaste, quoi. Et ça concerne des gens comme moi, comme des gens beaucoup plus, comme des gens beaucoup plus dépendants. Nicolas, est-ce que vous voulez peut-être compléter ? Oui, merci Arnaud pour tous ces rappels statistiques fort utiles. Alors, c'est vrai que dans notre écosystème, on a souvent une vision un peu normée de prise en charge de la dépendance. Il y a également tout ce qui va concerner le monde du handicap et qui peut toucher les moins de 60 ans, les enfants, les adultes. Donc c'est pour ça que, comme l'expliquait Arnaud dans ses propos liminaires, on parle de PA, personnes âgées, et PH, personnes handicapées. Il y a ce marqueur à 60 ans, quand vous avez moins de 60 ans, mais que vous êtes en situation de perte d'autonomie, vous allez être éligible en tant qu'allocataire à la PCH, la prestation de compensation du handicap, et à plus de 60, c'est l'APA. Donc nous, on englobe, et que ce soit ma société ou ma fédération, on se considère comme des acteurs du grand âge et du handicap. Donc on couvre vraiment les deux champs. Donc quelque part, la notion de bien vieillir, elle est un peu soluble dans aussi la notion de mieux vivre à domicile, puisque ça couvre toutes les tranches d'âge. Cette notion de girage et d'évaluation du durée de perte d'autonomie, elle est un peu critiquée par certains professionnels de la gériatrie, de la gérontologie, mais c'est ce qui prévaut aujourd'hui en France. Et les statistiques qu'Arnaud donnait couvrent effectivement l'ensemble des publics qui sont à domicile ou en établissement. Moi j'ai des confrères qui exploitent des établissements. Maintenant, depuis le Covid, depuis les fossoyeurs de Victor Castanet, il y a eu évidemment un virage domiciliaire qui s'est accéléré. On y œuvre. Après, on ne peut pas non plus, je pense, se passer des établissements, que ce soit les EHPAD, les résidences autonomie, les résidences services seniors. Mais sur le champ du domicile, on essaie de structurer l'offre de produits et de services en intégrant des compétences humaines, évidemment, mais aussi les nouvelles technologies. Dans une logique où évidemment les technologies sont au service de l'humain et pas l'inverse, pour structurer et professionnaliser l'offre de services et pour permettre vraiment une meilleure prise en charge à domicile avec l'aménagement de domicile qui va bien, le matériel qui va bien, les aides techniques, les aides humaines, etc. Revenons justement à ces nouvelles technologies. Quelles sont les principales innovations que vous avez développées pour aider au maintien à domicile ? Pour rebondir sur ce que dit Nicolas, il y a un sondage qui a été fait par la Fédération des entreprises de services à la personne, je crois, qui disait que 85% des Français voulaient vieillir à domicile. Et moi, quand j'entends ça, je me dis toujours, les 15 autres, ils ont répondu quoi?
parce que si je vous pose la question, vous dites, bon. Nous, les innovations, c'est deux champs. À la fois pour les collaborateurs, les intervenants à domicile, qui doivent attester de leurs prestations, parce que quand vous venez intervenir, quand Nicolas intervient chez vos grands-parents ou chez vos parents, il est payé à la vacation. Sur le département, c'est même à la seconde. Quand vous entrez à 10h02 et 12 secondes, et vous repartez à 11h31 minutes et 45 secondes, vous êtes payé pour ça. Alors il y a des arrondis, mais plus ou moins. Ouais, sur les agences, tout à fait. Sur le département, il y a, on va dire, 100 départements, vous avez 100 façons de faire, en gros, vous avez 100 vues, vous avez 100 approches différentes, enfin, schématiquement. Donc, première innovation qui a été une des plus marquantes, il y a, dans les années 2000, ça ne nous rajeunit pas, il y avait, pour attester la vacation, on avait des fiches de présence. Alors on arrivait, crac, on marquait. Alors remarquez, il n'y a pas d'arrondi à la minute. Hein. Et donc on mettait, j'arrive à 11h, je pars à midi, je signe. Et puis on remplissait tout ça à la mémine après. Après est arrivé le smartphone. Et là aujourd'hui, je veux dire que la totalité des prestations à domicile sont ce qu'on appelle télégestion, télégérée. Donc ça c'est une chose. Machin. La deuxième innovation, c'est ce que va représenter un peu plus Bruno, et auquel personnellement chez Arche, et moi je suis particulièrement attaché, c'est il n'y a pas de maintien à domicile s'il n'y a pas d'aidant et de communication entre les équipes de Nicolas, le proche aidant, ça peut être les enfants, ça peut être aussi le mari ou la femme, et le bénéficiaire. Aujourd'hui, on a un bénéficiaire qui est de plus en plus connecté. Et donc, nous, l'innovation, je vais laisser Bruno compléter mes propos, mais ça, c'est une innovation très importante chez nous. Oui, tout à fait. Donc, la plateforme Dome, c'est une application donc web et surtout mobile qui permet vraiment de communiquer entre la structure, le bénéficiaire lui-même, et on a de plus en plus de bénéficiaires qui modestement va récupérer de l'information sur son planning d'intervention, sur un message qui est laissé dans le cahier de liaison, mais on s'adresse évidemment aux aidants pour vraiment leur permettre d'être en lien direct avec la gestionnaire de la structure qui s'occupe effectivement de la personne accompagnée, et ça permet que l'on ait un éloignement ou pas géographique, vraiment d'avoir un aidant qui soit en lien direct avec les équipes, de pouvoir vraiment interagir et surtout d'être informé. On envoie beaucoup de notifications sur le smartphone pour indiquer qu'un planning vient d'être modifié, qu'un nouveau message a été apporté par l'intervenante qui a fait un petit compte-rendu de son intervention, qu'un nouveau document a été mis à disposition. Ça peut être une facture, ça peut être l'évaluation APA qui vient du conseil départemental. Voilà quelques exemples. Et ça permet vraiment d'apporter du lien, mais aussi de faire gagner du temps auprès de la structure, parce que ça évite des appels téléphoniques inutiles, parce qu'on va rechercher l'information et on garde le contact humain, évidemment, pour échanger sur des situations qui le justifient. Restons encore un petit peu dans le concret, si vous voulez bien. Une solution comme Arcade 360, très concrètement, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? En fait, notre histoire, chez Arche, notre histoire, on est le regroupement de plusieurs sociétés qui étaient anciennement concurrentes et qui ont décidé d'unir leurs forces pour travailler ensemble. Et on a un socle technique qui s'appelle Arcade 360, qui permet de faire communiquer les différents métiers qui composent Arche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on équipe des structures d'aide à domicile, des structures de soins à domicile, des structures du type EHPAD, PA, PH, d'établissements, etc. Et en fait, pour faire communiquer, si Arnaud Dugluet il rentre dans un établissement pour qu'il s'affiche, se balade et soit consultable par tout le monde, schématiquement, pour simplifier un peu le propos, eh bien, on met un socle technique qui s'appelle Arcade 360 et qui permet de faire communiquer toutes ces bases de données. Et aussi, ce socle technique nous permet, aujourd'hui, le secteur est soumis à des fortes contraintes législatives, légales, etc., des nouveaux dispositifs. Nous, les nouveaux dispositifs, plutôt que de les développer 10 fois dans 10 logiciels, on les développe dans le socle Arcade 360 qui permet de récupérer les données et de faire le développement une seule fois. Et le socle alors là, par contre, ça me dépasse, mais c'est un socle technique hyper moderne qu'on vous dira aujourd'hui que c'est le socle technique le meilleur du marché. Ah. Mais ça, c'est normal. Bon. C'est normal. En toute objectivité, bien sûr. En toute objectivité, bien sûr. Nicolas, vous vouliez compléter ? Oui. Côté concret.
Pour compléter sur les propos, effectivement, et puis en lien avec la thématique de cette conférence, je vais être volontairement un peu caricatural. Avec l'effet démographique, la silver economy, le papy boom, il y a tout un tas de start-up qui se lancent sur le marché. C'est pas très compliqué de lever des fonds, avec quelques statistiques sur la démographie, avec un peu de nouvelles techno plus ou moins innovantes. Et puis, bon, les fonds, j'ai moi-même des fonds minoritaires que je fais tourner tous les 5-7 ans au capital de ma boîte. Bon, certains sont un peu moutonniers et ne comprennent pas toujours très bien le fond de notre business, surtout sur des activités hyper techniques et hyper réglementées. Donc, on lève des fonds, on crée de la techno, et trop souvent, les startups ne corrèlent pas forcément valeur technologique et valeur d'usage, et puis willingness to pay du consommateur. Comment va se construire leur business model, qui va être le payeur final. Donc on crée des technos qui sont peut-être sympas, mais pour quel usage, on en fait quoi, qui paye, c'est pas très clair. En général, le pattern, le schéma classique, c'est d'aller voir les établissements pour essayer de faire distribuer leurs outils par les EHPAD. Sauf que les EHPAD aujourd'hui sont dans un tel marasme qu'elles n'ont plus de budget, c'est compliqué, elles doivent se réinventer. Ensuite, les résidences services seniors, mais le modèle éco des résidences services seniors est également mis à mal en ce moment. Donc, en dernier lieu, on va voir les SAD, les services à domicile, pour être des réseaux de distribution. Sauf que le modèle économique, social des SAD est hyper contraint. Comme l'exprimait Arnaud, on est sur des activités à faible marge. C'est des activités de volume. Les marges unitaires qu'on dégage dans l'aide à domicile sont relativement faibles. La gestion sociale s'est complexifiée. Moi, j'ai démarré il y a 17 ans. Tout s'est complexifié. Ce que j'ai fait il y a 17 ans en partant d'une feuille blanche avec un prêt étudiant, je ne le referai pas aujourd'hui. Ce serait économiquement suicidaire. Le recrutement, le back-office, la gestion admin et la réglementation, malheureusement, c'est un peu le contre-coup du scandale Orpea et du Covid, c'est qu'on a une législation pour les structures de domicile qui se bureaucratise, avec des reportings dans tous les sens. Les CEPOM, c'est des abondements pluriannuels versés par les départements, mais en contrepartie avec beaucoup de reporting, de tableaux de bord à leur adresser. Alors, on essaye effectivement d'informatiser, d'automatiser la collecte de certaines données, mais avec des moyens un peu contraints, un peu limités. Et donc, c'est le problème de l'innovation aujourd'hui dans le secteur, c'est qu'on a le client final qui n'est pas forcément prêt à payer plus cher. Les pouvoirs publics, comme le soulignait Arnaud, la décentralisation et en fait la dilapidation des budgets fait que les expérimentations ne sont jamais les mêmes. Donc on a du mal à capitaliser sur des expérimentations pour les scaler, les dupliquer à l'échelle nationale. Et donc ça freine malheureusement un petit peu l'innovation. Ce qu'il faudrait, alors j'ai vu Romain Gano juste avant de la Silver Valley, ça c'est intéressant d'avoir déjà en amont des clusters entre les chercheurs, les startups, les réseaux de distribution, les prestataires de services qui puissent travailler ensemble pour effectivement avoir de la co-conception, de la co-création et pour s'assurer que en fait, ce que la tech va développer est vraiment utile, répond réellement à un besoin. Et puis après, il faut aussi que les financeurs, publics notamment, aient une approche un peu plus pragmatique et raisonnée. Parce que on est, ça n'a échappé à personne, sous tension au niveau de la gestion des budgets publics. Donc il va falloir faire mieux avec moins de moyens. Mais quand je vois, moi je suis entrepreneur, quand je vois comment on gaspille l'argent public aujourd'hui, en fait il n'y a pas besoin d'augmenter les budgets. Il suffit juste d'un peu mieux les utiliser et on pourra faire plein de belles choses. Alors il y a des actions qui se mettent en place, mais c'est dommage parce qu'avec les moyens qui sont mis à disposition de la branche, on pourrait faire beaucoup mieux. Merci Nicolas. Arnaud ? Oui, juste pour rebondir, nous, donc on a 4000 structures des domiciles clientes, on a 1600 SIAD, 1800 SIAD, bref. On fait le grand écart entre assurer le quotidien de nos clients, innover, enfin avoir des logiciels les plus attrayants, les plus modernes, etc., etc. Donc on est dans le renouvellement de nos gammes, on a notre fonds de commerce, en gros, et puis on doit écouter ce qui se passe, faire attention à l'innovation. Moi, je trouve que ce qui est fantastique ici, c'est ce foisonnement de start-up, ce foisonnement d'idées, etc., etc. Mais derrière, comme le dit Nicolas, c'est derrière, quel modèle économique vous avez ? La France va emprunter, je suis encore dans mes chiffres, mais va emprunter 275 milliards d'euros. Normalement, c'était l'ex-gouvernement. Le prochain, je ne sais pas, mais 275 milliards d'euros pour boucler son budget.
pour boucler son budget, pas pour construire un centrale nucléaire, pour boucler le budget, payer les fonctionnaires, etc. etc. Le PIB du Portugal, c'est 245 milliards. Alors le Portugal, c'est un petit pays, hein, mais on va emprunter plus que le PIB du Portugal. Donc quand on attend le plan grand âge où l'État va tout révolutionner, etc., il n'y aura pas. Donc on est comme le disait Nicolas, fléchons les budgets. Nous, on est un peu à regarder l'innovation, se dire, OK, laquelle est fongible dans une prestation, laquelle peut être intégrée à un prix, voire même peut-être directement financée par l'usager et les clients, parce que ça va arriver, parce que c'est une fausse barbe de dire non, c'est à l'État de subvenir à tout. L'État ne pourra pas. Aujourd'hui, on a un département, j'ai un courrier sur mon ordinateur d'un département, c'est pas un petit département, qui annonce à tous nos clients, bon, écoutez, on a une diminution forte de nos budgets liés aux taxes, alors j'ai plus le nom, c'est les taxes qui sont perçues chez le notaire quand... Le droit de mutation. Ouais, droit de mutation. Quand on a une baisse de, je sais plus combien, 30-40% de nos budgets, donc on gèle tous nos investissements, et on va voir, on va vous payer, vous ne tracassez pas, mais on va voir les délais, on va peut-être vous demander un peu d'effort, etc., etc., etc. Ça, c'était il y a 2 mois. Donc aujourd'hui, finances publiques exsangues, il y a des modèles qu'on va devoir réinventer, et il y a des gens qui poussent à être maintenus de plus en plus à domicile. Il y a une vague grise qui arrive et qui va multiplier par X le nombre de personnes qui vont demander des prestations. Comment on fait, comment on finance? On va devoir se réinventer. Et nous, éditeurs, on est un peu entre tout ça, quoi. On a des initiatives comme celle qu'expliquait Bruno, de dire, OK, vous êtes usager, vous êtes client, OK, on doit partager une information, mais comment tout ça est rentable? Comment on modélise tout ça aujourd'hui? Notre atelier, c'est mythes et réalités. Pour le bien vieillir à domicile, si on déconstruisait un petit peu les mythes, les uns, les autres, quelles sont les idées préconçues, les idées reçues que vous rencontrez le plus souvent quand il est question du bien vieillir à domicile? Si je devais trouver un peu trois mythes à déconstruire, il y en a un premier, c'est qu'il n'y a pas un profil type unique de consommateur, de bénéficiaires, clients potentiels. Il y a différents types de profils. Arnaud parlait de ce marqueur d'âge à 60 ans. Nos clients ont entre 60 et les plus âgés sont centenaires. Donc sur une tranche d'âge de 40 ans, en fonction des CSP, les urbains, les ruraux, leur background professionnel, personnel. Donc il y a différents types de consommateurs et il faut qu'on adapte évidemment la démarche et l'offre de services à ces différents types de consommateurs et à leur environnement familial. Donc ça c'est le premier point. Alors je crois que certains sociologues identifient 6 ou 8 profils types. Bon, est-ce qu'il y en a 6, est-ce qu'il y en a 8, mais la dépendance pour les publics âgés à domicile doit s'inscrire dans le cadre d'une pluralité et diversité d'offres. Donc ça c'est le premier point. Après, ce que j'ai moi-même découvert au fil de ma démarche entrepreneuriale, c'est que dans la prise en charge à domicile, en France du moins, il y a une fragmentation des opérateurs et des différents prestataires de services entre l'hospitalisation à domicile, le soin infirmier à domicile, les prestataires de santé à domicile, les structures d'aide à domicile, l'allocation-vente de matériel médical, les professions libérales, ceux qui font de l'aménagement du domicile, l'ergothérapie à domicile, la téléassistance à domicile. Donc en fait, il y a pas... alors, il y a la notion de care management qui serait le super coordonnateur de tous ces opérateurs, acteurs de services. Mais je le vois avec mes agences. L'une de mes marques principales s'appelle Senior Company. On a quasiment 200 agences et l'ensemble de mes responsables d'agence sont toujours très surpris par le temps qui passe à juste délivrer de l'information aux prospects, aux consommateurs, non seulement pour expliquer les dispositifs de financement et d'allocation, mais aussi ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et beaucoup pensent que moi je suis structure d'aide à domicile, donc je vais pouvoir trouver un lit médicalisé. Alors, on le fait pour rendre service, mais en fait, c'est pas notre facturation, c'est pas notre produit. Donc, il y a effectivement, et la problématique, alors j'en parlais hier en table ronde, c'est qu'il y a tout un tas de structures publiques locales qui sont censées faire de la coordination, mais soit parce qu'ils manquent de moyens, soit parce qu'ils sont désorganisés, n'arrivent plus à jouer pleinement ce rôle d'information et de coordination locale. Donc,
Premier point, différents types de profils de consommateurs. Deuxième point, hyper fragmentation de l'offre, ce qui complexifie en fait l'accès au service pour effectivement le consommateur final. Et puis le dernier point, j'en reviens à ce que je disais précédemment, c'est alors désolé pour mes anglicismes, hein, c'est le willingness to pay du consommateur. Donc là, je m'adresse plutôt aux start-upers entrepreneurs. C'est le consentement du prospect ou du client à payer pour le service. J'étais au Canada cet été en vacances. Bon, voilà, dans la culture américaine, on est prêt à payer pour un service. En France, tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, on a un peu tendance à considérer qu'on est suffisamment pressurisé par la pression fiscale, donc c'est au pouvoir public de prendre en charge. Or, comme le soulignait Arnaud, malheureusement, il va falloir privatiser le financement de la dépendance et puis travailler un petit peu sur le reste à charge et le consentement à payer. Et j'ai le souvenir d'un échange qu'on avait eu à l'époque où il était ministre avec Arnaud Montebourg, qui était le premier à dire oui, en fait, l'innovation servicielle et technologique dans votre secteur sera en fait poussée par les CSP+. Nous, on a besoin de valider les concepts, le go-to-market, le proof of concept, avec les CSP+, qui vont payer plein pot, pour ensuite pouvoir démocratiser éventuellement de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc voilà, si je devais essayer de résumer, synthétiser, c'est les trois... C'est les trois mythes que vous... Arnaud Bruno, est-ce qu'il y a d'autres mythes auxquels vous aimeriez tordre le cou ? Oui, alors c'est un mythe un peu plus terre-à-terre sur l'usage d'une solution numérique, tout simplement d'un smartphone auprès des personnes âgées dépendantes. Le mythe de dire parce qu'on est dépendant, parce qu'on a un certain âge, on ne sait pas utiliser une application mobile, on s'aperçoit que c'est faux et qu'on a, y compris des seniors âgés qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur, voire même un téléphone il y a encore 5 ans, et qui petit à petit, parce que WhatsApp a permis d'organiser des échanges sur un groupe familial, on voit que ces personnes-là vont chercher de l'information et sont très contentes de pouvoir en toute autonomie et modestement. Et ça, je pense que c'est vraiment très encourageant. On parle de technologie et on va parler aussi d'intégration de solutions du domicile. C'est qu'on a quand même de plus en plus d'utilisateurs âgés, dépendants, qui sont demandeurs justement d'apporter de l'aide au quotidien. Et quelque part, on fait aussi du lien social quand on apporte ainsi un usage numérique auprès d'un bénéficiaire. Moi, je pense que... Alors, je vais faire la synthèse des deux. Parce que vous avez dit exactement... on fait le grand écart. Vous avez à la fois, aujourd'hui, un téléassisteur, vous êtes là tout autour de nous, il y a plein de gens qui vous proposent des trucs, des machins, etc. Un téléassisteur qui, Madame Dupont, tombe, le téléassisteur est prévenu, le téléassisteur fait une note, est-ce qu'il demande une intervention, etc. Peut-être. Est-ce que les équipes de Nicolas sont prévenues? Non. On ne sait pas. Peut-être un mail, un coup de fil avec un peu de chance. Il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a rien. Il y a aucune... Tout est saucissonné, tout est, etc. Et aujourd'hui, on commence à avoir des initiatives de personnes entre elles qui veulent organiser leur prise en charge et l'accompagnement des seniors. C'est-à-dire que des gens qui deviennent acteurs de leur dépendance, ils deviennent acteurs par défaut, par obligation. Je vous encourage à télécharger et à écouter, il y a plusieurs épisodes maintenant, un podcast qui s'appelle Déclic, comme déclic, d'avenir comme d'avenir, qui est fait par ArchMC2, qui est fait par notre société. Et il y a un épisode où on parle de ça avec Marianne Monchamp, l'ancienne présidente de la CNSA, avec laquelle j'ai eu le plaisir de m'entretenir, et qui disait aujourd'hui, la révolution ne viendra pas de l'État, elle va venir de la société civile. Et des associations qui vont dire non, attendez, on ne peut plus supporter ça, il faut qu'on s'organise différemment, etc. etc. Aujourd'hui, c'est trop fractionné. Avant de rentrer dans la salle, on parlait d'une demande de l'État, de la CNSA, pour de statistiques. L'État demande aux équipes de Nicolas et à notre ESI de fournir des statistiques. Sur 10 statistiques, je vous dis n'importe quoi, mais sur 10 statistiques, il y en a 4 qu'on n'a pas dans nos logiciels. La couleur des yeux, c'est pas le cas, mais on va vous demander des trucs qu'on n'a pas. Bon, alors, pourquoi on ne les a pas? Tout bêtement, parce que
l'État, l'organisation de nos sociétés était tournée autour du médical et du curatif. Et aujourd'hui, les services d'action sociale, les services d'accompagnement au domicile sont les parents pauvres de cette prise en charge-là. Et on a été raccroché à cette vision d'ensemble. La prise en charge domiciliaire a été raccrochée avec du retard. Et les gens qui viennent nous l'expliquer nous demandent, et on pourrait avoir le numéro de sécu dans la fiche de M. Dupont, qui est en GIR 6, mais les équipes de Nicolas n'ont pas besoin d'avoir le numéro de sécu. Alors il faut rajouter un champ. Bref, on demande des stats qu'on n'a pas. Bon. Et puis, il y a un autre organisme qui en redemande d'autres, les mêmes, et encore d'autres, qu'on a peut-être celle-là. Mais c'est un autre organisme qu'il faut encore écouter. Et un autre organisme encore écouter. Et vous avez le département qui arrive par là-dessus, qui vous dit « Ah ben moi aussi, je veux des statistiques, mais pas celle-là, parce que j'aimerais bien avoir ça et ça et ça. » Et aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est ça. C'est pas Star Wars avec des trucs qui écoutent et qui vont voir le Seigneur, qui dit « Ah génial, attention, il est tombé aujourd'hui, on envoie Dark Vador pour le... » Oui, ici, mais pas dans la vraie vie. En ce qui concerne la crainte de la déshumanisation liée à l'emploi de plus en plus de technologies dans les soins ou dans le maintien du bien vieillir à domicile, ça aussi, mythe, réalité, comment on lui tord le cou? Oui, je commence. Avant, les gens remplissaient des fiches de vacation. Super, hein. Quelle valeur ajoutée on a à remplir des fiches de vacation? Aucune. Avant, on devait additionner à la main des chiffres et des machins, etc. pour faire un compte de résultat. Quelle valeur ajoutée? Aucune, quoi. Non. Dire que ça déshumanise, non. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui peuvent être intrusifs, etc., qu'on doit effectivement, qu'il faut surveiller, dont il faut rester maître. Mais aujourd'hui, il faut arrêter avec ce truc-là, quoi. Ça libère du temps. Ouais, et puis ça. Alors, ça n'en fait pas, parce qu'on dit, ouais, vous avez gagné du temps, c'est faux. Ça, c'est un mythe aussi, parce qu'on fait autre chose, parce que, etc., etc. Mais en tout cas, ça nous permet de nous concentrer sur autre chose. Et alors, juste ce que je voulais dire, juste aussi, les mythes, je reviens à ça, parce que aujourd'hui, pour discuter, les intervenants à domicile, pour discuter entre elles, on leur met des smartphones, avec des codes secrets, avec des trucs qui sont financés par l'Agence numérique en santé, etc., etc. Le premier réseau social utilisé pour les aides à domicile, pour discuter ensemble des personnes prises en charge, c'est WhatsApp. Alors c'est très sécurisé. Donc c'est pas financé par le pouvoir public, mais c'est WhatsApp. On est dépassé par les usages. Et on m'a dit une fois, ouais, il faut peut-être faire qu'on interdise WhatsApp. Ok. Je sais bien que Thierry Breton est parti de la Commission européenne, mais interdire WhatsApp, ça va être compliqué quand même. Non, ce qui est important évidemment, c'est que, encore une fois, la personne elle-même, les aidants, accompagnent ces nouvelles technologies. Quand il y a des capteurs à domicile, on s'adresse non pas à tout le monde, mais à des personnes qui ont besoin d'avoir cette télésurveillance parce qu'elles ne sont pas en capacité de se déplacer, elles sont isolées. Bien évidemment, il faut adapter la technologie à chaque situation et il faut l'accompagner, il faut l'expliquer. Et ça, c'est le rôle des professionnels. Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter, mais voilà, il y a beaucoup de dispositifs, alors ils sont plus ou moins efficaces, mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est d'avoir une réponse en partant avant tout du besoin de la personne et pas de la technologie. La technologie en elle-même, elle ne nous intéresse pas si elle n'accompagne pas un plan d'action qui doit être évidemment globalisé. Et alors pour compléter, effectivement, par rapport à ce que tu disais sur WhatsApp et ce que tu exprimes, pour en venir plutôt aux réalités, on a coutume de dire les USA innovent, la Chine copie et l'Europe légifère. Et ça, c'est vrai. Et le poids de la législation en Europe et en France bride parfois un peu l'innovation, mais à un point que ça devient complètement illogique parce qu'après, on finit par se faire dépasser par les US. Nous, on nous met des barrières et des freins dans tous les sens sur la data, la sécurisation de la transmission de la data, comment on traite la donnée, comment on l'héberge, comment on la sécurise. Et puis derrière, on vient nous voir dans le médico-social en disant c'est génial, Buurtzorg a fait des équipes autonomes, faites les équipes autonomes. Et l'un des outils pour développer des équipes autonomes, c'est WhatsApp. J'ai lu la semaine dernière que Apple aux US venait d'être accrédité par les autorités sanitaires américaines pour faire de ses oreillettes des appareils auditifs. Ils ont déjà les montres qui permettent de mesurer la tension. Et demain, ça va arriver en France. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on a une R&D qui est quand même assez performante en France,
qui est très bonne, avec un niveau académique et une recherche qui est top, mais on n'arrive pas à capitaliser dessus. Demain, on risque de se faire bouffer par des acteurs qui auront déjà conquis le marché américain et qui auront les assises pour venir nous bouffer en Europe. Donc c'est un peu dommage. Quelque chose à rajouter? Le temps file, j'avais envie d'une dernière question peut-être avant de passer la parole au public. Est-ce que vous avez un message à adresser aux personnes âgées, à leurs familles, à leurs aidants, concernant l'apport des nouvelles technologies et le bien vieillir à domicile? Vivement demain. Est-ce qu'on peut développer un peu? Non, mais c'est comme hyper enthousiasmant. Nicolas parlait du carcan administratif qu'on espère tous voir un peu se libérer. Mais c'est comme hyper enthousiasmant, on est entouré d'innovations, de nouveaux services, d'une technologie qui se met à disposition. La télégestion alors elle a un coût, cette télégestion, mais la télégestion qu'on met à disposition aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus valorisant pour l'intervenante à domicile, beaucoup plus, même pour les données statistiques, pour etc., c'est quand même beaucoup plus valorisant que la feuille de papier. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Et moi, je suis très enthousiaste. La vraie difficulté, ça va pas être la techno demain, ça va être l'humain. Parce que vous n'avez personne à venir vous aider à domicile. Il n'y aura pas assez de monde. Il y a déjà des problèmes de... Alors, pour terminer sur une note d'optimisme, effectivement, c'est génial parce que les nouvelles technos vont permettre de régler, ou au moins partiellement, un ensemble de problématiques qu'on rencontre. Donc si c'est utilisé à bon escient, et on y travaille avec les fédérations et les éditeurs, ça va permettre de générer des gains de productivité. On a des ratios de taux d'encadrement aujourd'hui qui peuvent être améliorés, optimisés grâce à des gains de temps sur des gestion de transmission de données, de coordination. On travaille pour enrichir l'expérience salariée sur numérisation, dématérialisation de tout un tas de documents, responsabilisation des équipes. Pour les clients et leur entourage, ça facilite aussi la transmission de données. On parlait de la télégestion, de la téléassistance. Quand on est relié aujourd'hui à un plateau d'analyse médicale avec régulation médicale, ça favorise en fait la prévention. Et donc on va sortir de cette culture curative pour aller vers du préventif. Donc on va pouvoir aussi réduire les ruptures dans les parcours de soins, alléger la surcharge en milieu hospitalier. Donc il y a tout un tas de leviers qui vont permettre d'optimiser la qualité de prise en charge, la qualité de soins. Donc oui, ça va globalement dans le bon sens. Et puis plus on libérera les carcans administratifs, mieux ce sera. Et donc c'est une aubaine pour faire face effectivement à la vague démographique qu'on doit affronter. Et Bruno, un message peut-être? Disons que vivement demain, pour égoïstement, me concernant, je pense être au GIR6, mais ça risque de diminuer au fur et à mesure. Donc, mais voilà, bien vieillir à domicile, je pense qu'on en a tous envie. Et effectivement, c'est vraiment cet objectif qui doit être celui de notre société, de faire en sorte que nous puissions tous vieillir dans les meilleures conditions à domicile, et on va essayer d'y œuvrer du mieux possible. Est-ce qu'on a des questions du public? Est-ce que les interventions que vous venez d'entendre ont suscité des interrogations? Oui, la problématique, en effet, c'est sûrement de trouver des salariés pour aller à domicile. D'où certains salariés qui décident de travailler pour leur compte, parce qu'il y a aussi le problème du salaire quand on est sur une agence. Est-ce que vous avez vu qu'il y a pas mal de développement, peut-être de groupements de personnes qui travaillent pour leur compte en CESU ou autre? Est-ce que ça pourrait être une solution, une piste pour développer les interventions, le nombre de personnes qui sont prêtes à intervenir auprès des personnes dépendantes? Alors, il y a effectivement des groupements qui se créent. Maintenant, la problématique, c'est quels sont les moyens qui se donnent, quelle formation, quelle gouvernance, parce que si c'est juste des auto-entrepreneurs ou entreprises individuelles ou personnes à leur compte qui se regroupent pour échanger ou partager, en soi c'est bien, mais c'est pas ce qui va leur donner des capacités d'investissement ou d'action ou de gestion. Donc en fait leurs prérogatives finissent par être un petit peu limitées par leur manque de moyens. Ça permet des groupes d'échange de pratiques, éventuellement de se partager des interventions, de mutualiser des astreintes en cas de besoin, mais elles vont vite être limitées
sur ce qu'elles peuvent faire, et donc ça risque peut-être, pour certains membres du groupe ou de la communauté, d'avoir un effet déceptif. Le problème aussi, c'est la professionnalisation. Si vous êtes aujourd'hui, vous touchez l'APA, vous pouvez très bien dire à votre fille, à votre voisine, de venir vous aider et que l'APA lui est destinée. Le nombre de mobylettes qui ont été payées par l'APA, au début, nos impôts ça s'est organisé, hein, mais au début, c'était juste incontrôlé parce qu'incontrôlable, quoi. Bon, maintenant, c'est un peu terminé, ça. Mais le vrai danger, c'est que... Est-ce que vous pensez... Moi, je ne suis pas capable d'aider ma mère à se lever. Je ne sais pas faire ça, quoi. Il faut des formations. Et si c'est votre voisine qui le fait, je ne suis pas sûr. Là encore, la politique publique, c'est de dire quoi? Est-ce que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, pour le coup? Ou est-ce qu'on doit plutôt flécher et donc payer plus cher, mais l'accepter parce que aussi professionnaliser? Est-ce qu'on peut davantage faire confiance aux équipes de Nicolas et à ses collègues plutôt qu'à la voisine de palier? C'est aussi... Et aujourd'hui, le Sénat a réintégré dans les textes de loi le particulier employeur pour les personnes fragiles. J'allais dire, mais quelle cohérence on donne à ça? Est-ce que c'est cohérent? C'est pas à moi de juger, hein, mais même si je peux avoir mon opinion. Mais... Ouais, faut pas confondre lien social et effectivement intervention concrète. C'est quand même deux choses complètement différentes. Et il y a le sujet de la formation, effectivement. Est-ce que ces aidants du moment sont... Ouais, c'est bon. Encore un chiffre, parce que encore un chiffre. Vous avez entendu parler du Ségur du numérique, vous avez entendu parler de la somme d'argent. On a débloqué 600 millions, l'État a développé 600 millions pour moderniser le secteur et le fait qu'il ne travaille pas en silo. Donc ça, c'est la première fois, et vous avez une représentante de l'ANS qui est ici, c'est la première fois qu'il y a une vraie discussion, qu'il y a une vraie concertation, même si, et là, vous ouvrez la boîte à Pandore, parce que vous dites, oh, mais les données là, on les a pas, les données là. Ok. L'État, le service, l'ANS se rend compte que, oui, ce secteur-là n'est pas tout à fait, je dirais, c'est pas de la santé, c'est entre les deux. Ok. 600 millions d'euros. En même temps qu'elle annonçait ça, Doctolib lève 500 millions d'euros. Une entreprise française lève 500 millions d'euros pour monter son capital et aller à l'étranger, machin. On flèche 600 millions d'euros pour tout un secteur qui prend en charge 1 300 000 Français dépendants. Une dernière question, et après on libère la salle. Oui, bonjour, je suis infirmière, moi, en EHPAD. Donc je ne suis pas dans la gestion du start-up, mais effectivement, on est amené à réinventer les EHPAD et à utiliser beaucoup les outils numériques. La problématique, c'est qu'effectivement, la personne âgée dépendante, vieillissante, existe de plus en plus à domicile. On entre en EHPAD quand les aidants naturels sont plus en capacité, les aidants professionnels du domicile sont limités dans la coordination de soins. La problématique que l'on vit aujourd'hui, c'est effectivement le professionnalisme des personnes humaines. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre, c'est-à-dire qu'on a besoin des outils numériques, de la technologie, mais on a besoin aussi de l'humain, de la proximité et la dépendance. Les machines ne peuvent pas y pallier aussi à ça. Aujourd'hui, malheureusement, on manque cruellement dans chaque corps, que ce soit dans le handicap ou dans l'EHPAD, même à l'hôpital, dans le pouvoir public, de professionnels, enfin d'infirmiers, d'aides-soignantes, d'agents de soins, voilà. Et on a une décharge. Les politiques invitent les familles à se décharger justement sur, j'entendais la voisine, est-ce que vaut mieux du professionnalisme que je ne peux pas lever mon parent de la chaise. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces moyens humains. Donc, effectivement, on essaye de trouver des solutions et de s'associer, de coordonner, d'agir un peu plus en coordination. Mais il faudrait à un moment donné où effectivement on réagisse sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour le mieux vieillir, mais pour chacun, avec les différentes structures, et qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied les uns et les autres, quoi. À part vous donner raison, mais effectivement, et quelque part, heureusement, que la technologie ne remplace pas l'humain, sur des tâches très précises. Mais effectivement, on parle pas pour rien depuis tout à l'heure de soucis de financement, parce que ce qui empêche, je pense, cette présence aujourd'hui de professionnels humains, c'est avant tout un manque de financement. Parce que, évidemment, que sans l'humain, ces technologies, elles ne sont absolument pas mises en valeur.
Merci beaucoup, on est obligé d'arrêter, mais si vous avez encore des questions, nos intervenants entre deux portes se feront un plaisir de vous répondre. Et sur le stand Archem C2, donc au premier étage, évidemment, on peut compléter et au stand de notre Sinarpa discussion. Et le stand de Sinarpa, qui est pas très loin d'ailleurs de celui d'Archem C2. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup de votre attention.